Merci d'être là après cette longue journée de beau temps à Blois et de vous enfermer pour le coucher du soleil. C'est très aimable d'être avec nous à cette occasion-là. Donc, une discussion, table ronde, co-organisée par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dont le président est à côté de moi, Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, et par le Musée national de l'immigration, dont le directeur général est de mon autre côté, Palais de la Porte Dorée, le Musée national d'histoire de l'immigration. À titre simple, esclavage, colonisation, immigration, quel rôle pour les institutions culturelles ? Je vous invite à faire un petit voyage dans le temps. Et ce voyage n'est pas très lointain, puisqu'on peut remonter au début de ces rendez-vous de Blois. C'était il y a maintenant 24 éditions. Si nous avions tenu ce débat il y a 24 ans, lors des premiers rendez-vous de l'histoire, bien des questions dont nous allons débattre maintenant auraient été appréhendées de façon extrêmement différente. Pourquoi ? Parce qu'en 1998, il n'y avait pas de loi Taubira sur l'esclavage. Il n'y avait pas de débat sur les bénéfices de la colonisation, comme ça arrivera un peu plus tard. Il n'y avait pas de musée national de l'immigration et il n'y avait donc pas de public non plus ici pour écouter des débats sur ces questions-là. Il n'y avait pas de lieu culturel pour accueillir ces discussions et en particulier ces expositions potentielles, soit autour de l'immigration, soit autour de l'esclavage, soit autour de la colonisation. C'était simplement pour vous faire remarquer combien la situation avait bougé en relativement peu de temps, c'est-à-dire une petite génération d'une vingtaine d'années, combien les questions avaient été brassées et rebrassées par la sphère publique, par la politique, par le milieu social et par les milieux culturels pour évoquer cette question de la place des musées en particulier dans la façon de raconter l'histoire de la colonisation, de raconter l'histoire de l'immigration, de raconter l'histoire de l'esclavage. Alors, je vous ai dit que c'était une discussion qui avait été co-organisée à la fois par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et par le Musée national de l'immigration. Je vous propose tout de suite, Jean-Marc Ayrault, de nous dire brièvement quel est le rôle de cette fondation, quelle est-elle, parce qu'elle est encore un peu mal connue, et pourquoi il est intéressant pour vous et pour nous ici d'avoir organisé une discussion autour de ces thèmes. Merci d'abord à vous de nous accueillir et vous, mesdames, messieurs, d'être présents. Vous disiez, il y a 24 ans, est-ce qu'on aura abordé les choses, déjà abordé les choses, ou est-ce qu'on les aura abordées différemment du contexte d'aujourd'hui ? Bien sûr, le contexte a changé. Mais il n'y avait pas de loi Taubira, je vais y revenir. Il n'y avait pas de fondation, vous avez dit tout ça. Mais il s'est passé quelque chose en 1998. C'était le 150e anniversaire d'abolition de l'esclavage de 1848, et qui avait été peu commémoré. Il y a eu un événement à la Sorbonne en 1948, puis après, il n'y a rien eu. Et en 1998, il se passe quelque chose en France. C'est des revendications qui sont très fortes, qui viennent de loin, qui montent et qui se traduisent par une grande manifestation à Paris, et qui est une manifestation qui revendique que cette histoire, qui est celle des ultramarins, mais qui n'est pas que celle des ultramarins, qui est celle de la France, qui n'est pas celle des afro-descendants, mais aussi celle de la France, que cette histoire soit officiellement reconnue. Il n'y aurait pas eu cette manifestation de 1998, des milliers de personnes à Paris, ça aurait sans doute été plus difficile de faire adopter à l'Assemblée nationale, en 2001, la loi Taubira. Donc cette loi, j'en connais bien l'histoire. J'ai beaucoup travaillé à l'époque, je présidais le groupe des députés socialistes et apparentés dont faisait partie Christiane Taubira. J'ai soutenu tout de suite son projet, sa proposition de loi. Mais c'est un vrai tournant que cette loi, dont on a célébré en quelque sorte les 20 ans cette année. C'est une loi qui nous engage tous. Et donc la Fondation est née de cette loi, en quelque sorte. Elle est l'héritière de cette loi et elle est missionnée pour mettre en œuvre cette loi, pour contribuer à mettre en œuvre cette loi. Je rappelle que cette loi reconnaît, la France reconnaît, c'était voté à l'unanimité, ce qui n'est pas rien. Je ne sais pas si dans le contexte actuel, on voterait à nouveau à l'unanimité le fait que la France reconnaît que la traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Ça, c'était l'acte premier, l'article premier. Puis ensuite, il y a d'autres choses qui sont très importantes, notamment l'article 2, qui dit maintenant il faut que cette histoire soit enseignée dans les programmes scolaires. Il faut que la recherche soit encouragée. Il faut qu'on commémore, et une date doit être fixée. Finalement, c'est la date du vote final qui aura été choisie, la date du 10 mai par le président Chirac. Mais c'était, je vous rappelle, la période de la cohabitation. Le Premier ministre est Lionel Jospin. Et puis, il faut qu'un comité prépare des cérémonies, des événements, etc. Aujourd'hui, nous sommes
les successeurs de ce comité, dont la première présidente était Marie Scondé. Et donc la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est née de cette volonté d'agir davantage pour que cette histoire multiséculaire, qui n'est pas anecdotique, qui n'est pas que l'affaire des ultramarins ou des descendants de cette histoire douloureuse, mais qui est l'histoire de France, soit pleinement, prise en charge par la nation française. Et donc c'est notre mission d'y participer. Alors je répète juste 2 mots pour définir la méthode de la loi Taubira qui peut nous inspirer aujourd'hui. La première chose, c'est la reconnaissance du fait historique. Et la reconnaissance du fait historique, ça passe par le travail de l'histoire, le travail des historiens. On est aux rencontres d'histoire de Blois, et donc moi je crois beaucoup au travail des historiens. Et donc il y a eu des progrès depuis cette période qui sont considérables. Il faut continuer à les faire, il faut en continuer à la recherche. C'est transmettre aussi cette histoire, dont le rôle de l'école. Et puis c'est aussi faire en sorte que cette histoire, au fond, une fois qu'elle est transmise, s'adresse à tous et nous permette de faire société ensemble. Et nous permettent aussi d'enrichir ce qu'on appelle le récit national. Peut-être qu'on y reviendra dans les débats pour qu'est-ce que le récit national, mais aujourd'hui, c'est important de redéfinir tout ça. Donc la mission de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est de renforcer, c'est un acte fort qui a été décidé. Moi, j'ai été sollicité pour présider, j'ai mon dernier mot là-dessus, parce que j'ai fait un travail à Nantes qui a été considéré comme précurseur. Ce n'est pas un travail que j'ai fait tout seul, hein, mais Nantes faisait partie de ces grands ports du commerce triangulaire, comme Bordeaux, La Rochelle, etc., et d'autres, Le Havre. Bon. Mais Nantes a été la première ville à s'engager dans un travail de mémoire. Et avec une association à l'époque qui s'appelait les Ados de la Mémoire. Oui, alors c'était d'abord une exposition, et puis depuis c'est devenu une association, acte politique extrêmement fort, qui faisait partie, lorsque j'ai été élu maire en 1989, de mes engagements, que cette histoire soit intégrée dans l'histoire nantaise, et puis ensuite, les choses se sont déployées. Et c'est à ce titre, avec cette expérience-là, que j'ai été sollicité pour présider d'abord la mission de préfiguration, puis ensuite cette mission, cette fondation pour la mémoire de l'esclavage. Pape Ndiaye, l'institution que vous dirigez maintenant, c'est-à-dire le Musée national de l'immigration, n'existait pas encore. Et la nouvelle version de ce Musée national de l'immigration que vous êtes en train de préparer pour l'année prochaine, évidemment, n'était pas encore en gestation. Et peut-être même les problématiques n'étaient pas encore là. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette accélération du temps, de ce que je pointais du doigt, c'est-à-dire qu'en une vingtaine d'années, des avancées considérables ont eu lieu, même si effectivement il y a toujours des résistances ou des réticences vis-à-vis de ces questions? En effet, les choses se sont accélérées depuis 20 ans d'une double manière, à la fois par des opérations de connaissance. Jean-Marc Ayrault disait à l'instant à quel point la recherche historique a progressé sur les questions relatives à l'esclavage, particulièrement du côté français, tant le retard, il faut bien le dire, était considérable. Il y a 20 ans, si on comparait l'historiographie française ou portant sur des régions françaises avec ce qui se faisait alors, depuis longtemps, du côté des États-Unis ou de la Grande-Bretagne plus récemment. Donc, la première dimension, c'est celle-là, c'est une accélération, une progression, un intérêt des jeunes chercheurs, chercheuses sur les questions relatives à l'esclavage, sur les questions aussi relatives aux migrations, j'y reviendrai. Donc il y a quelque chose là qui s'est passé avec des évolutions évidentes. Par exemple, du côté des migrations, on réfléchit aujourd'hui d'une manière assez différente de ce qu'on pouvait faire il y a 15 ans, avec une perspective beaucoup plus ample d'un point de vue géographique et chronologique. Donc ça, c'est la première évolution, c'est l'accumulation des connaissances, mais aussi des sensibilités nouvelles chez les historiens, historiennes sur le sujet. Et puis en parallèle de cela, il n'y a pas que la connaissance, il y a la question de la reconnaissance. Et les institutions publiques comme le Musée national d'histoire de l'immigration, qui ouvre ses portes, il avait un autre nom en 2007, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est une manière pour l'État de dire, de reconnaître officiellement l'importance et l'intérêt d'histoire qui avait été mise sous le tapis pendant longtemps et confinée à la sphère familiale, à la sphère personnelle. Les histoires relatives à l'esclavage, les histoires relatives aux grands-parents venus de régions du monde X ou Y et qui s'étaient installés en France,
elles existaient, mais elles existaient par les canaux qui étaient les canaux privés, les canaux familiaux. Ouvrir une exposition sur l'immigration et la renouveler comme on va le faire, ouvrir le Memorial Act, le musée de Pointe-à-Pitre, inauguré au printemps 2015, c'est reconnaître l'importance de cette histoire, c'est dire en particulier, mais pas seulement aux citoyens issus de ces histoires, de leur dire vous êtes reconnus comme tels, et le récit, les filiations dont vous êtes issus composent notre histoire. Votre histoire, c'est notre histoire. Ça, c'est ce qui est important, et vous venez de le mentionner, Pape Ndiaye, c'est que, par exemple, la question de l'esclavage, hormis ce qu'a fait Jean-Marc Ayrault en tant que maire de Nantes, n'a pas de place véritable dans les musées français aujourd'hui. Il y a bien le musée du Nouveau Monde qui était à La Rochelle, il y a des musées qui prennent une place, qui donnent une place à la question de l'outre-mer, mais la question même de l'esclavage n'a pour l'instant pas d'endroit, sauf le Memorial Act, évidemment, qui est consacré à cela. Il y a le Memorial Act, donc c'est très important, et qui, vraisemblablement, sauf changement politique, est et sera le seul musée national sur l'esclavage en France. Et il est à Pointe-à-Pitre, et après tout, c'est un bon choix, bien entendu, pour des raisons évidentes. En France métropolitaine, il n'y a pas pour l'instant d'établissement national qui consacre des espaces conséquents à l'esclavage. Il y a des musées régionaux importants, bien entendu. La Rochelle, Nantes, Bordeaux, La Rochelle, ça compte. Mais je suis très heureux que le Musée national d'histoire de l'immigration, dans sa nouvelle exposition qui ouvre dans un an, ouvre son exposition, puisqu'elle est organisée de manière chronologique, avec des grandes dates qui organisent le parcours des visiteurs, ouvre cette exposition, ce parcours, par la date de 1685. Et donc, il y aura une salle. Il faut préciser. 1685. Je pense que beaucoup de gens savent ce qu'est 1685, mais ça mérite d'être précisé. Qui correspond donc à la publication du fameux Code noir, donc à cette époque, à la fin du XVIIe siècle, où l'esclavage se codifie d'un point de vue juridique dans toutes les régions du monde pour régler des questions pendantes au moment du grand essor de la traite transatlantique. Donc le Code noir du côté français. Et puis 1685, c'est aussi l'édit de Fontainebleau, la révocation de l'édit de Nantes qui entraîne le départ hors du royaume sur le XVIIIe siècle, c'est peut-être 200 000 protestants qui vont s'établir en Europe du Nord, aux Amériques et jusque dans l'Afrique australe. Et donc, on commencera ce parcours permanent par la question notamment de la traite. Et ça, je suis très, très heureux que cela, parce que c'est de la connaissance, mais c'est aussi une manière de dire, eh bien, l'histoire de la traite, en particulier, eh bien, c'est un volet de l'histoire des migrations. C'est une migration violente, forcée, etc. Et il faut en parler. Jean-Marc Ayrault, la question que nous posons dans cette discussion, c'est quel rôle pour les institutions culturelles? Alors, quand on est une fondation comme la vôtre, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, on se dit comment je peux aider, comment je peux provoquer même de la recherche, vous le disiez tout à l'heure, mais aussi de la connaissance exposée au plus large public. Autour de ces questions-là, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous voulez faire avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage autour de ça? Déjà concrètement, Pape Ndiaye vient d'évoquer le dialogue que nous avons ensemble, depuis longtemps d'ailleurs, mais depuis qu'il a pris cette responsabilité du musée de l'histoire de l'immigration, un dialogue un peu plus profond s'est engagé. Et moi, je me réjouis que, vous venez de le dire, que le récit, le parcours chronologique que vous avez établi démarre en 1685. Et si j'insiste, c'est notre rôle en tant que fondation de travailler à la connaissance de cette histoire. Et en particulier de le faire en liaison avec les écoles, l'éducation nationale. Puisque c'est dans la loi Taubira. Mais il y a encore énormément de progrès à faire parce qu'il y a une méconnaissance de cette histoire qui est un simple constat, ce n'est pas un jugement de valeur sur personne, mais c'est un fait. Et c'est un fait préoccupant, parce que si on veut bien comprendre tous les mécanismes qui ont conduit à ce qu'a été ensuite la deuxième colonisation, il faut partir de là.
les flux migratoires, les migrations forcées. Donc moi, je me réjouis que Pape Ndiaye ait vraiment pris à bras le corps. Et ce parcours de votre musée démarre avec la présentation du code noir dont nous étions dépositaires, enfin que nous avons, un code noir. Et nous avons souhaité que ce code noir soit en dépôt, là où vous avez cette responsabilité, pour qu'on démarre et qu'on explique le code noir. Et si je dis ça, c'est parce que notre premier rôle, c'est l'alerte, c'est-à-dire d'interpellation, de dire mais il faut que cette histoire soit beaucoup mieux connue, donc beaucoup mieux enseignée, beaucoup mieux partagée. Et le code noir, c'est pas rien. Il y avait évidemment la traite des colonies. Alors Louis XIV voulait que ça soit de l'ordre, de l'organisation, avec Colbert. Et donc il y a un texte juridique qui va sortir, qui est le code noir. Alors certains y ont vu du progrès, mais c'était inscrire dans les textes juridiques le fait que des humains étaient mis en esclavage et qu'on avait droit de vie et de mort sur eux, qu'ils étaient des biens meubles et qu'on pouvait les vendre. Enfin, c'est ça qui est dans le texte, qui est fondamental dans le texte. Et qui est une rupture aussi, et qu'il faut rappeler, parce que à partir de 1315, en France, l'esclavage est interdit. C'est, je crois, Louis X, le Hutin, qui prend un édit ou un arrêté et qui interdit le servage, l'esclavage en France. Et donc, ce code noir va inscrire dans le droit qu'il est possible de déroger à ce principe juridique qui doit être respecté à l'intérieur de la France, mais qu'il est possible dans les colonies. Et à partir de là, toute une histoire va se construire et qui va durer longtemps. C'est-à-dire même après l'abolition de l'esclavage de 1848, on va continuer à avoir des exceptions juridiques dans les colonies qui vont pas cesser de se développer. On en est qu'à une première phase et on va aller beaucoup plus loin. Et donc on va avoir le statut de l'indigénat, le travail forcé, des choses comme ça, qui sont l'héritage de tout ça. Et si on veut comprendre toute cette période et tout ce qui en résulte, c'est-à-dire dans la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire nos compatriotes de toutes des origines les plus diverses, si on n'a pas ça comme connaissance, des mécanismes historiques, des décisions politiques qui ont été prises à un moment, il nous manque des clés. Et donc la Fondation, c'est d'abord ça, cette mission d'alerte. Mais c'est aussi une mission d'interpellation. L'année dernière, j'étais présent ici, je vois au premier rang la directrice de notre fondation, Dominique Taffin, son adjoint Pierre-Yves Boquet, le président de notre conseil scientifique, Romuald Foncoua. Nous étions ensemble l'année dernière dans un amphi comme ça. Et j'avais alerté en disant attention, l'année prochaine, c'est les 200 ans la commémoration des 200 ans de la mort de Napoléon. Il va y avoir sans doute des événements, il y aura sans doute des expositions. J'espère qu'on n'oubliera pas le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte, premier consul. Et ça a failli arriver. Ça a failli arriver que l'exposition de la Villette n'en parle pas. C'était d'ailleurs prévu comme ça. Au début, donc, nous avons pris position, mais on ne fait jamais en cherchant la polémique ou l'affrontement. On ne le fait jamais en cherchant non plus à caricaturer les raisons pour lesquelles, par exemple, l'esclavage a été rétabli. On essaie de donner des clés de compréhension qui soient basées sur la connaissance historique. Et nous avons donc fait appel à notre conseil scientifique qui a rédigé un texte. Marcel Dorigny, grand historien, a joué un rôle clé dans cette situation. Malheureusement, je salue sa mémoire, il vient de nous quitter il y a quelques jours. Mais c'était un travail formidable et qui a fait bouger les lignes. Et les plus réticents, qui pensaient qu'il fallait bénaliser cette histoire de le rétablissement de l'esclavage, se sont rendus compte que c'était quelque chose qui risquait de faire grand scandale, voire polémique, et que donc cette exposition a intégré dans le parcours du visiteur les explications, on pourra y revenir si vous voulez, et qui fait que là on est dans notre rôle. On a un rôle de vigilance aussi sur les programmes scolaires. On a fait un travail, 20 ans après le vote de la loi Taubira, sur où en est-on dans les programmes scolaires. Et là, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de progrès, beaucoup de choses qui étaient ignorées avant étaient intégrées dans les programmes scolaires, mais on a vu des lacunes. Et on a vu des lacunes qu'il faut absolument corriger. Et j'en cite une pour vous éclairer un peu, c'est tout ce qui manque sur l'histoire de la Révolution française et la relation de la France avec Haïti. Saint-Domingue à l'époque, et de la première République noire indépendante, et de comment ça s'est passé et comment Napoléon a voulu empêcher cette libération de l'esclavage. Mais il faut savoir, je vais être trop long, donc j'arrête là. Non, mais ça fait partie des lacunes qu'il faut absolument combler. Et surtout des injustices qu'il faut éviter. Et là, on s'est rendu compte, c'est dire qu'il faut quand même faire des progrès à tout le monde.
Et là, je ne suis pas dans une attitude de jugement, hein, on est dans notre rôle. Vous m'avez demandé à quoi on servait. Eh bien, on a vu que dans les programmes scolaires des lycées professionnels et des Outre-mer, on parlait d'Haïti, on parlait de Toussaint Louverture, on parlait de la révolte de 1791, avant l'abolition par la première abolition de 1794, que les esclaves s'étaient révoltés et avaient imposé leur liberté. Et puis après, il y a toute l'histoire. Eh bien, c'est enseigné que dans les programmes de lycée professionnel, comme par hasard. On dit, oh bah oui, il y a beaucoup de gens qui viennent des DOM, alors voilà, on va leur faire une histoire pour eux. Mais c'est l'histoire de France. Et dans le programme d'enseignement général, ce n'est pas dedans. C'est ce que j'appelle une injustice. Alors, elle va être corrigée. Mais là, on est dans trop. Si on n'était pas pour bousculer un peu, ça ne bougerait pas assez. Mais par contre, moi, je veux saluer le travail des enseignants. Je le fais maintenant, hein, parce que à notre stand, nous avons un petit stand là de la fondation. Donc l'équipe qui est présente, il y a énormément d'enseignants qui viennent nous voir, qui viennent chercher de la documentation, qui veulent des informations. Je vois que dans beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup de jeunes aussi, et scolaires en particulier avec leurs professeurs. Et puis il y a ce concours dont nous assurons la promotion, qui s'appelle le concours de la flamme de l'égalité, et qui est un peu comme le concours national de la résistance, si vous voulez. Mais il n'est pas assez connu. Mais les classes qui y participent reçoivent un prix qui est remis lors des cérémonies du 10 mai, et les classes qui participent, en général, vont être bouleversées par cette préparation, leurs professeurs se mobilisent, et c'est une ouverture et un autre état d'esprit qui se crée, c'est-à-dire au fond ce qu'on veut atteindre comme objectif, c'est-à-dire de partager quelque chose ensemble de cette histoire douloureuse, d'en faire finalement une force, et non pas une repentance ou une honte, mais un levier pour que la France soit plus forte. Et ça passe par l'école. Donc là, nous, on est dans notre rôle d'interpellation, de rappel, etc. Et on ne va pas continuer, on ne va pas s'arrêter, on va continuer. Pape Ndiaye, une des questions... puisque vous dirigez une institution culturelle, qui est ce Musée national d'histoire de l'immigration à Paris, une des questions, c'est peut-être la capacité, la volonté des grandes institutions culturelles de mettre cela à l'agenda. On sait les discussions qu'il a pu y avoir au musée d'Orsay au moment du Bonnel Noir. Jean-Marc Ayrault vient de nous parler de l'exposition Napoléon, où on sait qu'il y a eu aussi des tensions à l'intérieur de l'institution qui organisait cette exposition Napoléon pour savoir comment parler justement de ce rétablissement de l'esclavage, pour peut-être aussi désamorcer des manifestations potentielles de gens qui sont porteurs de mémoire et qui auraient empêché tel ou tel moment de cette exposition de se tenir. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de la volonté, de la résistance, de la réticence des institutions culturelles à mettre cela à l'agenda ? C'est exact dans la mesure où les institutions culturelles centrales sont très prudentes, pour le moins, à l'égard de questions qu'elles jugent soit secondaires. Il y aurait une hiérarchie finalement de questions, des questions nobles dont on se saisit, puis des questions dites minoritaires, par exemple, comme si elles ne concernaient pas tout le monde, soit des questions qui sont jugées comme trop sensibles politiquement et risquant d'entraîner je ne sais quel débat ou polémique déplorable. On sait qu'il y a des polémiques qui peuvent naître à peu près n'importe quand dans la société actuelle autour de ces questions-là. Et donc, il ne faut pas reculer. Voilà, il faut juste les prévoir et puis ensuite avancer. À chaque fois, ce sont des luttes, en effet, puisque, par exemple, pour l'exposition Le Modèle Noir, au musée d'Orsay, c'est une historienne de l'art américaine qui a eu l'idée et qui a été proposée cette idée-là à des institutions culturelles. Et pour vous révéler un petit secret, le Louvre avait d'abord refusé, en disant que je ne veux pas le dire parce que c'est trop révélateur de la manière dont le Louvre concevait les sujets nobles, importants, et puis les autres. Et c'est Laurence Descartes, qui est devenue maintenant présidente du Louvre, ce dont je me réjouis, qui était alors directrice du musée d'Orsay, qui s'est saisie de cette question. C'est dire si ça ne va pas de soi, et si au fond, je dirais presque qu'il faut un tout petit peu forcer la porte. Vous voyez, il faut forcer la porte et puis imposer quelque chose et ensuite faire preuve de beaucoup de pédagogie, de diplomatie,
pour installer le sujet de manière à ce que tout le monde s'aperçoive finalement que, par exemple, pour l'exposition Le Modèle Noir, beaucoup de précautions avaient été prises avec des réunions, avec des enseignants, des inspecteurs pédagogiques, le rectorat, des semaines à l'avance, etc., pour tout baliser. Et puis, tout s'est bien passé. Et puis, il y a eu 600 000 visiteurs. Oui. 2 fois plus que ce qui était prévu, que le plafond maximal qui avait été prévu au départ. Et donc, on s'aperçoit que... il y a une demande sociale. Il y a une demande sociale. C'est qu'il ne faut pas se laisser intimider par l'espace public d'aujourd'hui, qui est un espace public saturé par des propos qu'on ne peut pas qualifier autrement que des propos racistes. Vous voyez, quand j'entends tel polémiste, je n'entends pas d'ailleurs, je le lis, j'essaie d'éviter, s'exprimer tous les soirs, à table ouverte tous les soirs, avec des auditoires qu'on me dit importants. Mais ça n'est pas la réalité de la société française, dans ses profondeurs, dans sa complexité, dans ses attaches multiples, qui sont aussi des attaches de plus en plus multiculturelles, de plus en plus ouvertes sur le monde. Et donc, il faut faire très attention à ne pas considérer comme équivalent la société française avec un espace public actuellement saturé. Et on peut s'appuyer sur la société française, pas simplement pour avoir des visiteurs pour l'exposition. Ça peut être utile. Ça compte. C'est très important, bien sûr. Mais on peut s'appuyer sur les forces de la société, sur les idées qui en émanent, sur la société civile. Prévoir une exposition, c'est aussi c'est le faire avec des historiens et des historiennes, bien entendu, et des spécialistes, des scénographes, enfin, tous les professionnels. Mais c'est aussi solliciter les gens, aller voir les associations, par exemple les associations de migrants, leur demander des choses. Et ils sont contents, les gens, d'être considérés pas simplement comme celles et ceux qui auront visité et qui auront regardé, des gens qui parleront d'eux sans qu'eux n'aient pas droit à la parole. Il faut aussi solliciter ces forces. C'est ce que vous allez faire. C'est ce qu'on fait. On commence, par exemple, on prépare. Je vois ici Sébastien Gocalp, le directeur du musée, et on prépare actuellement, pour 2023, une exposition sur les migrants asiatiques en France. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. La première fois qu'on fait une exposition sur la migration chinoise et du sud-est asiatique. Eh bien, on ne veut pas préparer cette exposition sans solliciter les Français, les Françaises originaires de ces régions, ou bien les primo-arrivants qui sont là depuis quelques décennies. On les sollicite, on les écoute. Et quand on les a écoutés pour la première fois il y a quelques mois, eh bien, ils étaient tous surpris. Ils nous ont dit, mais c'est la première fois qu'on nous demande quelque chose. Eh bien, moi, je leur ai dit, vous êtes les bienvenus parce que vous n'êtes pas simplement des sujets d'attention, vous êtes aussi celles et ceux que l'on va écouter, celles et ceux dont on va prendre en considération les récits. Et ce sentiment d'être reconnu par une institution publique, d'être pris au sérieux, si je puis dire, avec ses histoires à soi, eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui peut générer dans la société aussi des élans, des dons aussi d'objets que les gens nous font, des idées. Bref, il y a une porosité à imaginer entre la société et les institutions publiques qui me semble extraordinairement créative et de nature aussi à lutter contre cet espace public saturé de paroles xénophobes dont je parlais. Jean-Marc Ayrault, on évoque des résistances, des réticences. Vous dites il faut y aller tout doucement. Non, je n'ai pas dit tout doucement. Non, il faut y aller sans brusquer. Absolument, ouais, sans agresser. Sans agresser. Donc c'est doucement. Voilà, ouais, c'est un peu ambigu ce que vous avez dit. Moi, j'ai traduit comme ça. Bon, non, voilà. Parce que vous donniez l'impression qu'on est timoré, mais ce n'est pas le but. Non. Et donc, par exemple, il y a des exemples, effectivement, où on attaque, vous parliez tout à l'heure, le récit national. On sait par exemple que du côté des Pays-Bas, les musées sur place, en particulier celui qui a une collection sur le passé colonial des Pays-Bas, a décidé par exemple de changer
quelque chose de glorieux. C'est comme si on disait la même chose pour le siècle de Louis XIV, de se dire que tout compte fait, on n'allait plus exposer dans ce musée ce siècle-là comme étant le siècle d'or, par exemple. Là, on touche à quelque chose qui est sacralisé par un récit national qui a été forgé au long des décennies. C'est compliqué, ça. C'est-à-dire qu'on sait que la polémique peut tout de suite venir. On a vu comment, dans un musée parisien comme Carnavalet, parce que sur certains des socles des statues, c'était un chiffre romain, un chiffre arabe qui avait remplacé le 4 de Henri IV, on avait eu un début de polémique pour expliquer qu'on avait supprimé le latin à l'école et que donc on allait supprimer aussi le chiffrage de nos rois dans un musée parisien central qui est le musée Carnavalet. Donc on voit bien que ça peut prendre de n'importe où à n'importe quel moment. Oui, bien sûr, ça peut prendre de n'importe où à n'importe quel moment, surtout que ça s'enflamme très vite et parfois ça peut dégénérer et faire beaucoup de mal. Parce qu'on ne se rend pas compte toujours du mal que ça fait. Parce que cette histoire, ce n'est pas une histoire qui est pas derrière complètement nous. Il y a des héritiers de cette histoire. Nous sommes tous des héritiers de cette histoire. Mais il y a des personnes qui se sentent parfois stigmatisées, qui se sentent blessées. Et donc il faut qu'elles puissent, elles aussi, comme les autres, retrouver ou trouver toute leur place dans la nation française. Donc c'est un devoir, finalement, d'y contribuer. Et je partage ce que vient de dire avec passion Pape Ndiaye à l'instant. L'exposition Le Modèle Noir, je sais qu'il y a eu beaucoup de précautions. Je me souviens, j'étais allé aux États-Unis et il y avait aussi une version du Modèle Noir exposée là-bas et ça avait l'air de mieux passer. Et tout le monde avait peur, en fait. On avait même peur de débaptiser un tableau et de redonner un nom à quelqu'un qui était une femme. Oui, mais c'est Madeleine, portrait d'une négresse. Portrait d'une femme noire, puis maintenant, portrait de Madeleine, parce que ce portrait, il y avait une histoire. La personne qui est représentée, c'est une personne, c'est pas quelqu'un comme ça qu'on a inventé, c'était une dame qui avait une histoire, et donc on lui rend justice en présentant le tableau de façon différente. On sait que quand réattribue un nom à un tableau, il peut y avoir dans la conservation des conservateurs. Oui, il y a des conservateurs. Au sens, pas au sens professionnel, mais c'est vrai, il y a des résistances, il y a des peurs. Il y a des peurs. Alors il y a de la bonne et de la mauvaise foi. Il peut y avoir des peurs compréhensibles qu'il faut rassurer. Il faut rassurer ceux qui peuvent avoir peur, qu'on va tout détruire. Mais le Modèle Noir a montré qu'il fallait aussi faire confiance. Et la façon dont ça s'est passé, le nouveau regard sur les œuvres, je pense que c'est quelque chose qui a été semé et qui va finir par produire et se lever avec des fleurs, des choses nouvelles. Mais c'est vrai qu'il faut bousculer les institutions. Mais on ne pourra plus maintenant exposer un tableau sans donner des explications. Par exemple, le radeau de la Méduse, est-ce qu'on sait que c'est un tableau abolitionniste ? Parce qu'on n'a pas vu le personnage que finalement le peintre a voulu mettre en avant. Il le faisait avec beaucoup de précautions, parce qu'à son époque, c'était dangereux de faire des choses, de revendiquer l'abolition. Mais en fait, ce tableau, il dit ça. Et donc, donner des clés de compréhension et de lecture de cette œuvre, c'est fondamental. Et ça, c'est la mission de service public des musées. C'est une mission de service public, c'est une mission éducative, c'est une mission de transmission, etc. Et donc, depuis l'exposition Le Modèle Noir, et c'est vrai, Laurence Descartes qui va poursuivre son action au Louvre, moi je m'en réjouis, on va essayer de travailler ensemble. Mais déjà, les dirigeants du Louvre avaient compris qu'il fallait changer. Mais c'est vrai qu'on a un peu de retard en France, même parfois beaucoup de retard par rapport à ce qui se pratique. Et vous avez cité l'exemple des Pays-Bas, le Rijksmuseum d'Amsterdam, qui vient d'organiser une exposition qui va très loin. Mais il y a déjà un travail qui est fait, par exemple, sur toutes les statues, sur l'espace public. Il y a toujours une explication. Tel personnage. Il ne s'agit pas forcément d'enlever les statues. Parfois, ces statues peuvent aller dans des musées. Il ne s'agit pas de les détruire. Mais on peut au moins donner une clé, une compréhension. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Les noms des rues, etc. Bon, les Pays-Bas le font. Et le font dans un certain consensus, dans un pays qui a construit sa fortune, sa richesse, sa puissance, on va dire d'aujourd'hui, un petit pays qui était une puissance maritime, et qui l'a fait sur la base de la colonisation, décolonisation successive, du commerce international, etc., le trafic d'esclaves. Mais c'est ce petit pays qui, aujourd'hui, regarde son histoire en face sans que ça fasse forcément fracture dans la société. C'est moins vrai en Grande-Bretagne, où il y a un travail similaire qui est fait avec le National Trust. Mais là, on voit bien que le camp conservateur
qui est un peu trumpien par beaucoup de côtés, réagit de façon plus virulente, accuse ceux qui produisent ces démarches de wokisme. C'est devenu l'insulte à la mode. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on dit vous êtes tombé dans le wokisme. Puis parfois on va même plus loin, on dit l'islamo-gauchisme, etc. Et en fait, en stigmatisant comme ça ceux qui veulent au contraire chercher une forme de vérité, on bloque tout. Et la société a besoin de se libérer de certains poids, de certains freins, de certaines contraintes. Et je pense que la société est prête. À partir du moment où on le fait avec rigueur intellectuelle, sur la base d'un travail d'histoire, et en ne faisant pas n'importe quoi, en ne caricaturant pas, en cherchant des vérités, en travaillant et en dialoguant, je pense que la société est prête. Et moi, j'ai dit, c'est vrai dans les écoles, la curiosité de la jeunesse, elle est extraordinaire. Mais ce n'est pas vrai que dans la jeunesse, c'est vrai dans toute la société française, qui a besoin d'être assurée, de comprendre d'où elle vient, où elle veut aller, et comment on peut aller ensemble. Et c'est ça ce qu'on a à faire. Je disais, il y a 20 ans, 24 ans, on n'aurait pas pu faire ceci, faire cela. Il n'y aurait pas eu le rapport Savoie-Sarr. Il y a 2 Français dans Time pour les 100 personnalités de l'année. Il y a Omar Sy, on l'a beaucoup dit, et il y a Bénédicte Savoie qui fait couple pour ce rapport avec Felwine Sarr, économiste sénégalais. Ce rapport a été remis en 2018, Pape Ndiaye. Il doit ouvrir, ou il devrait ouvrir, des voies de restitution des œuvres pillées à l'Afrique. On va remettre bientôt les 26 bronzes du Bénin que nous avions et qui vont être remis donc au Musée national au Bénin. Mais on a remis un sabre au Sénégal et puis pas grand-chose d'autre d'une certaine façon. Là aussi, des résistances, des réticences, je dirais pas, enfin le caractère inaliénable des œuvres fait que théoriquement on n'a pas le droit, enfin en tout cas c'est pensé comme tel, qu'on n'a pas le droit de sortir ces œuvres des collections nationales. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi de cela? Parce que tout compte fait, ça fait partie de notre discussion, Pape Ndiaye. Tout à fait. La question des restitutions est relativement ancienne d'ailleurs, puisque si on devait en faire une toute petite généalogie, on remarque qu'elle commence à se poser sitôt les indépendances proclamées. Lorsque les musées des nouveaux pays indépendants, en Afrique subsaharienne en particulier, au début des années 60, souhaitent se doter de collections. Parce qu'un musée sans collection, c'est pas un musée. On peut d'ailleurs la faire remonter plus haut. Après la conquête napoléonienne, et d'ailleurs c'est le cas de Bénédicte Savoie qui a fait sa thèse sur ce sujet-là, ce sont les spoliations faites par Napoléon et ses armées qui repartent dans les musées dans chacun des pays d'Europe où il avait pillé des œuvres, en l'occurrence. C'est exact, mais je me souviens de cette visite qui m'avait frappé au musée des Beaux-Arts de Toulouse il y a une quinzaine d'années, où on voyait, il y a de très beaux tableaux flamands, et avec en dessous marqué « Don de l'armée impériale ». C'était il y a 15 ans à Toulouse. Les choses ont peut-être changé depuis. Donc les restitutions, il y a encore du travail à faire peut-être à propos des églises flamandes et allemandes pillées par les armées napoléoniennes. Il faut quand même bien le dire, au début du 19e siècle. À vérifier pour le musée des Beaux-Arts de Toulouse actuellement. Je parle du début des années 2000. Donc cette question, effectivement, on peut l'étendre aussi à des conflits européens, mais elle prend une dimension particulière, reconnaissons-le, avec la colonisation et avec ce qu'on peut qualifier de mise au pillage systématique. L'exemple de la cour royale d'Abomey est évident, au Dahomey de l'époque, est évident à la toute fin du 19e siècle, mais se crée à partir de la fin du 19e siècle un gigantesque marché en fait, d'objets récupérés en Afrique subsaharienne surtout, mais également dans d'autres régions du monde, dans la Nouvelle-Guinée, dans la zone Pacifique, etc., que s'échangent de riches collectionneurs en Europe et aussi en Amérique, n'oublions pas les États-Unis comme un lieu de recel, si j'ose dire, et puis aussi les musées, les grands musées qui se constituent des collections. Et donc aujourd'hui se pose effectivement, de façon avec plus d'acuité encore qu'au début des années 60, la question d'un rééquilibrage, ou en tout cas de restitution. Cette question, elle a été très bien formulée dans le rapport Savoie-Sarr remis au président de la République en novembre 2018. Elle a trouvé une première traduction juridique avec la loi de décembre 2020 qui met fin à ce principe d'inaliénabilité, j'y arrive pas non plus,
Mais on remarquera tout de suite, c'est d'ailleurs un des points importants du rapport écrit par Achille Mbembe et récemment remis à l'occasion du sommet franco-africain de Montpellier, on remarquera tout de suite que c'est une loi qui est une loi ad hoc, à savoir que à chaque fois que l'on procède à une restitution, par exemple les bronzes ou bien le sabre de Omar Tall, il faut voter une loi. Et donc, si tout est organisé, finalement, pour quand même, disons-le franchement, freiner au maximum. Un processus administratif tortueux et très long, couronné par une loi, le Parlement doit se prononcer à chaque fois. Et donc, selon c'est très fragile d'un point de vue politique, selon les majorités du moment, ça peut évidemment. Si par exemple un polémiste arrive au pouvoir, ça n'arriverait pas. Vous voyez tout de suite le problème, mais même au-delà, on trouve aussi des députés très conservateurs sur ces sujets, y compris dans des groupes politiques où on ne s'attend pas nécessairement à les trouver. Je dis ça, je dis rien. Et donc, cette question, elle est en fait pas réglée, la question des restitutions, parce que la loi est trop étroite et le rapport d'Achille Mbembe est un petit peu et pose le doigt sur cette question, à mon avis, avec beaucoup d'acuité. Un dernier mot quand même sur les restitutions, c'est pour noter que cette question des restitutions, elle ne videra pas les musées européens, comme j'ai pu le lire dans un journal français il y a 2 ans, pour vous donner une idée. Par exemple, pour le Quai Branly, le rapport entre ce qui est exposé et ce qui est stocké est de 1 à 7, entre 1 à 7 et 1 à 8. Il y a un objet stocké, 8 objets stockés, quelque chose comme ça. Et donc, on a des marges de manœuvre qui sont évidemment considérables. Et par ailleurs, il s'agit de constituer, comme je le disais, il faut des collections. Les musées ont besoin de collections. Et il faut que ces collections puissent retourner en Afrique, pas toutes. Il y a des discussions à avoir et il faut aussi, bien entendu, que ces collections puissent être bien accueillies et qu'elles puissent servir aussi, entre guillemets, de monnaie d'échange pour que les musées africains puissent disposer d'objets qu'eux-mêmes vont prêter. Bien entendu, il ne s'agit pas de les visser, en quelque sorte, là où ils seront, et recevoir en échange, dans cette grande économie de troc entre musées, des œuvres lorsqu'ils voudront organiser telle ou telle exposition. Et donc cette question, en réalité, est une question extrêmement importante d'un point de vue muséographique. Je vous conseille un petit livre, petit conte d'Arnaud Bertina qui s'appelle « Des lions comme des danseuses ». Arnaud Bertina est un écrivain qui imagine que le roi des Bamileke du Cameroun veut obtenir la possibilité pour des gens de son pays d'aller dans un musée qui possède des œuvres importantes des Bamileke du Cameroun. Il écrit au gouvernement français, personne ne répond. Il écrit aux responsables du musée, personne ne répond. Et au bout du compte, il dit je vais demander la restitution. Et là, tout le monde lui répond d'un seul coup. et à partir de ce moment-là, c'est un petit conte très intéressant. C'est une ouverture, puisque, effectivement, comme le dit Papendiaï, eh bien, les Italiens commencent à demander aux Français de restituer les œuvres qui ont été pillées par Napoléon. Et ça devient une sorte de grand marché ouvert de la restitution où chacun et chacune peut rentrer dans cette grande discussion. Ça devient, c'est ça, c'est une grande conversation, en fait, qu'il faut créer à l'échelle internationale. On manque sans doute d'institutions pour ça, d'institutions internationales. L'UNESCO pourrait s'en doter. L'UNESCO pourrait très bien le faire, d'autant plus que l'UNESCO a été pionnier dans les années 70 avec son secrétaire général d'alors, M. Mbo, pour porter cette question. Mais l'UNESCO, donc, en effet, ça pourrait être l'UNESCO, pour organiser les choses et entamer une conversation qui est absolument nécessaire. Jean-Marc Ayrault. Il existe une convention internationale de l'UNESCO de 1970, qui s'appelle Convention internationale contre le trafic d'œuvres d'art et pillage, oui, que la France a signée d'ailleurs. Mais l'application est quasiment marginale, quoi. Donc, mais il y a une référence. Ça veut dire il y avait une conscience, qu'il y avait quelques prises de conscience, qu'il y avait quelque chose à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre. Là, je reviens de Berlin, d'Allemagne, et puis j'ai un passage à Berlin où j'ai visité
j'ai eu la chance de pouvoir visiter le nouveau musée qui s'appelle le Humboldt Forum, qui vient d'ouvrir, qui est la reconstitution partielle de l'ancien château de Hohenzollern à Berlin, et dans lequel il y a une grande partie en architecture contemporaine, qui est le musée d'ethnographie. Et il y a des dizaines de milliers d'œuvres qui viennent de tous les continents, hein, d'Afrique, d'Océanie, d'Asie. Il n'y a d'ailleurs que 3% des œuvres qui sont exposées, tout le reste est dans les collections. C'est dire l'importance, la richesse. Et ça a provoqué un très gros débat public en Allemagne, qui continue d'ailleurs. Alors Bénédicte Savoie a été une des actrices. Voilà, d'ailleurs elle a été longtemps professeure à Berlin. Elle y est d'ailleurs toujours, je crois, à l'université Humboldt. Et elle a démissionné. Mais elle a démissionné de certaines fonctions qu'elle avait au Humboldt Forum. Et donc c'est un débat public très intéressant et qui renvoie l'Allemagne à son passé de colonisateur. Et son passé de colonisateur, et pour nous c'est aussi la même chose, il ne faut pas l'oublier. Là, ça ne doit pas renvoyer à la période de la première colonisation, 17e, 18e siècle, etc. Parce que la constitution des réserves des musées, elle s'est surtout produite au moment de la deuxième colonisation. C'est-à-dire après qu'à Berlin, avec Bismarck, on soit partagé l'Afrique. La conquête du Bénin, enfin du Dahomey, ça date de cette époque. Et puis il y a eu une guerre, le roi Béhanzin dont vous parliez, pape, c'est ce qui s'est passé. Là, on sait qu'il y a eu des œuvres qui ont été pillées par acte de guerre, comme butin de guerre. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la République, la Troisième République, a envoyé aussi des ethnologues, des chercheurs, des scientifiques, voir ce qu'il y avait d'intéressant, non pas à piller, mais éventuellement à acheter, à négocier pour faire présenter les œuvres de ces sociétés dans des musées français. Et les Allemands ont fait la même chose, les Anglais ont fait la même chose, les Hollandais ont fait la même chose. Et ce qui fait qu'on a des énormes collections. Et ce qui est intéressant, c'est alors je ne sais plus comment s'appelait ce livre, je crois que c'était L'Afrique fantôme, c'est Michel Léris qui faisait partie en 1928 d'une délégation de scientifiques français. Ils y allaient de bonne foi, hein, et ils sont revenus avec des milliers d'œuvres, etc., qu'ils ont inventoriées, ils en avaient acheté beaucoup, la plupart, il n'y avait pas de violence, mais parfois, le colonisateur pouvait obtenir pour un prix médiocre, voire pour rien, des œuvres qu'on offrait presque en cadeau, entre guillemets. Et l'affaire est exactement la même chose en Allemagne. Et Michel Léris a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et c'est pour ça qu'il écrit ce livre. Et au moment des indépendances, dans les années 60, il y a une revendication politique qui vient d'Afrique, et c'est pour ça que c'est très important qu'elle soit vraiment écoutée et respectée aujourd'hui, et que ce dialogue ait lieu pas qu'avec les institutions politiques, mais aussi avec la société civile. C'est pour ça que c'est bien que ce dialogue avec la jeunesse africaine ait lieu. Il y en a qui ironisent là-dessus, moi je trouve que c'est fondamental, parce que sinon il y a un décrochage, on ne va plus se comprendre. J'ai été invité à l'inauguration en tant que président de la fondation du musée des civilisations noires à Dakar. Mais je comprends la revendication, parce qu'il y a presque rien dans le musée. Il n'y a pas de collection. Les collections, elles sont chez nous, elles sont en Allemagne, etc. Alors, ce que j'ai trouvé d'intéressant à Berlin, et qu'ils sont plus avancés que nous, c'est que d'abord, ils ont travaillé beaucoup plus loin que nous dans la reconnaissance de responsabilité. Par exemple, très récemment, le génocide des Héréros en Namibie, mais qui a été une décision politique et militaire de détruire ce peuple, avec des traces écrites, etc., de décisions. Et les Allemands, avec un gros travail, ont accepté de reconnaître officiellement. Et puis la constitution, la présentation des collections, pour l'instant, tout en ayant ce dialogue sur restitution, etc., la présentation actuelle des collections se fait avec des experts qui viennent des pays concernés. Et ça, on a des vidéos qui expliquent les choses. On rentre dans des salles de musées, on a tout de suite l'explication du rapport de l'Allemagne avec ses colonies, et nous en sommes très très loin. Parce que nous, c'est presque un sujet tabou. Si on fait ça, on va porter atteinte à l'identité nationale, à la France de toujours, etc. Et moi, je trouve que les Allemands, qui, avec le poids de leur passé, du nazisme, etc., qui ont fait un énorme travail sur eux-mêmes, là, je trouve qu'ils montrent un peu un chemin. Il faut s'en inspirer. Alors, le rapport Felwine-Sarr et Bénédicte Savoie, moi, je trouve que c'est une bonne base. Lorsque je suis allé à l'inauguration des musées des civilisations noires à Dakar, il y avait une délégation de conservateurs, des musées français qui étaient là. J'avais senti une angoisse. J'ai essayé, je leur ai dit, mais vous allez pas être, vos musées vont pas se vider, vous avez tellement de réserves, vous avez tellement de choses, mais ils pensaient que c'était la fin de quelque chose.
ça doit être le début d'autre chose, c'est-à-dire d'un vrai dialogue et d'un vrai respect à égalité. Parce que se croit que beaucoup des peuples d'Afrique en particulier, les anciennes colonies, n'ont pas besoin d'un regard condescendant et paternaliste ou d'une attitude supérieure. L'universalisme qu'ils peuvent partager, parce qu'on parle beaucoup d'universalisme aujourd'hui, comme si on avait oublié l'universalisme, nous n'avons pas oublié, simplement l'universalisme authentique, c'est un universalisme où les partenaires, dans la conversation, dans le dialogue, dans la rencontre, sont à égalité, et non pas certains qui, eux, seraient les vrais universalistes et les autres à qui on leur apprendrait ce que c'est. Et ça, je pense que c'est la base de la confiance qu'il faut reconstruire. Et c'est vrai au sein de nos sociétés, et c'est vrai, et vous voyez, je vais citer une chose, parce que ça fait partie dans le débat, dans la polémique, dans les polémiques actuelles, de temps en temps, il faut rappeler des choses. On voit peu de gens qui critiquent Aimé Césaire. On dit, Aimé Césaire, son nom au Panthéon, c'est une grande figure de la littérature, un grand poète, etc. Mais Aimé Césaire, il faut bien voir aussi son parcours. Il était communiste, parce qu'il il croyait à l'idéal communiste, des droits des peuples, etc. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il rompt avec le Parti communiste. Il quitte le Parti communiste. Et il a l'adhésion de son peuple, en Martinique, même si les appareils le critiquent et le combattent. Et la rupture avec le Parti communiste, c'est sur cette question-là. C'est-à-dire, il n'accepte pas ce paternalisme qui lui est imposé, voire une approche assimilationniste, qui serait soi-disant la bonne, peut-être de façon inconsciente de la part des dirigeants communistes, mais il en souffre beaucoup. Donc il revendique ce qu'il est, son identité, et sa propre diversité, et comme ce qu'il est, son histoire. La deuxième chose qu'il entreprend, c'est de reconstituer un rapport avec l'Afrique, le pays des origines. Car pendant longtemps, ce lien n'existait plus avec les descendants d'esclaves dans nos colonies, qu'elles soient de l'Amérique ou de l'océan Indien, parce qu'au fond, on disait, vous n'avez pas de passé, vous n'avez pas d'histoire. Ils revendiquent cette relation en Afrique. Mais il y a une troisième chose qu'ils revendiquent et qui est très importante pour nous aujourd'hui, et qui nous aide justement, c'est qu'ils revendiquent l'universalisme. Et ça commence par la revendication de l'égalité des droits dans la République française. Parce que les DOM, c'était encore des colonies, c'était des territoires, etc., des anciennes colonies. Ils revendiquent la départementalisation, ce qui lui était d'ailleurs reproché par certains qui auraient préféré qu'il demande l'indépendance. Lui dit non, je suis pour l'égalité des droits. Et il obtient ce statut départemental. Alors après, l'égalité réelle, etc., c'est encore un autre combat. Mais c'est ça la personnalité de Césaire. Donc ça devrait nous aider à avoir confiance et pas avoir peur. Ce qu'il a fait là, c'est quelque chose qui nous est utile aujourd'hui. Alors je disais qu'il était au Panthéon. Un dernier mot là-dessus. La Fondation a discuté avec les responsables du Panthéon pour un parcours pédagogique où les élèves des classes, avec leurs professeurs, peuvent venir visiter le Panthéon. Et les parcours, alors notamment, il y en a un sur l'histoire de la traite, de l'esclavage, etc. Et là, on voit qu'au sein de notre société, et en particulier dans la République, eh bien, ce n'était pas unanimité pour l'esclavage, que ce n'était pas l'unanimité pour la colonisation, qu'il y avait des résistances, qu'il y avait des combats. On est ici à Blois, c'est aussi l'évêque Albé Grégoire, qui est resté plusieurs années ici, qui était l'une des grandes figures. Il est au Panthéon, comme Aimé Césaire est au Panthéon, comme Toussaint Louverture est au Panthéon, etc. Donc c'est là qu'on voit que dans nos sociétés, c'est comme si on disait tout le monde était pour la colonisation. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'à l'Assemblée nationale, enfin à la Chambre des députés, il y avait Clémenceau, qui a toujours été contre depuis le début de sa carrière politique et qui l'a été jusqu'au bout, comme Jaurès a été aussi jusqu'au bout, etc. Donc ce n'est pas l'unanimisme. Donc c'est ça qui est notre force, c'est que au sein même de notre société, il y a eu des grands engagements et des beaux engagements qui doivent être notre fierté et non pas notre honte, au contraire. Jean-Marc Ayrault à la tribune de l'Assemblée nationale. Papendiaï. Alors, sur quel sujet, cher Emmanuel, j'ai perdu le fil. On a tous écouté la belle envolée lyrique et la rhétorique. Non, mais sur ces questions, effectivement, de ce partage que vous revendiquiez tout à l'heure, je pense que c'est extrêmement important
que d'en parler dans ce contexte-là. Ce partage, ce n'est pas une perte, c'est un gain. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que vous le voyez. Ah, c'est certain, c'est un gain pour tout le monde, en fait. C'est aussi pour celles et ceux qui ne perçoivent pas l'ampleur de l'histoire, disons, impériale de notre pays, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les histoires dont on parle ne concernent pas seulement celles et ceux qui sont descendants des victimes de la colonisation, de l'esclavage, etc., bien sûr. Cela concerne l'ensemble de la société. C'est une meilleure compréhension de notre pays dont il est question. Moi, je suis très favorable je pense qu'il est nécessaire d'avoir quelque chose comme un récit national, c'est-à-dire quelque chose comme une représentation pédagogique de notre passé, avec ses dates, y compris si ça peut paraître un peu simple à l'échelle scolaire, avec une représentation de la manière dont on s'inscrit dans cette histoire, à condition que le récit national ne soit pas un récit hémiplégique, que le récit national ne mette pas de côté tout ce qui ne plaît pas, tout ce qui, le cas échéant, serait susceptible de ternir la grandeur du pays. Le pays ne s'abaisse pas à reconnaître les épisodes sombres de son histoire. Le pays, il se grandit en faisant ça. C'est quelque chose que Christiane Taubira exprimait avec ô combien d'éloquence au moment où sa loi était en discussion et votée il y a 20 ans. Et il faut dire que, puisqu'on a parlé du renouvellement historiographique, le renouvellement historiographique, il est conséquent, qu'on n'est plus simplement dans un dialogue avec d'autres pays qui ont eu les mêmes histoires que nous, ne serait-ce que d'autres pays européens, mais qu'on travaille aujourd'hui sur des circulations croisées, sur une histoire connectée, comme on le dit, sur une histoire mondialisée, mais qui fait place, par exemple, aux circulations entre colonies, et non pas entre colonies et centralité métropolitaine, et qu'à partir de ce moment-là, on peut rendre compte de cette complexité, mais qui est extrêmement riche aussi d'interprétation. En effet, à tel point d'ailleurs que la notion même d'immigration peut être questionnée. Je parle plus volontiers de migration, tant les trajets migratoires sont complexes et échappent à l'idée qui est souvent présentée d'une forme de convergence, de rayons, comme des rayons d'une roue qui convergeraient vers la métropole avec des temporalités variées. En réalité, on s'aperçoit que ces trajectoires migratoires sont infiniment plus complexes, avec des trajets vers la métropole, mais ensuite vers une autre région du monde. Par exemple, la France aussi comme point intermédiaire de migrants européens, est-européens, qui ensuite partaient depuis Cherbourg ou Le Havre vers Buenos Aires ou Rio de Janeiro, par exemple. De migrants qui restaient en France parce qu'ils ne pouvaient pas aller... Ou qui restaient en France parce définitivement à l'endroit où ils voulaient aller. Exactement. Et puis, comme vous venez de le dire, des trajectoires migratoires dans l'espace mondial, de la France mondiale, si l'on peut dire, de telle sorte que nous pouvons nous intéresser, et c'est absolument passionnant, à la migration chinoise et indienne, les fameux coulis, qui se déploient dans l'océan Indien vers Maurice, vers la Réunion, bien sûr, mais aussi vers la Caraïbe française. Et si vous allez en Martinique et en Guadeloupe, eh bien, vous trouverez une partie de la population qui a des origines chinoises et indiennes, parce que cette population-là a été acheminée pour suppléer aux besoins de main-d'œuvre après les abolitions. Et donc ça, c'est notre histoire, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas une histoire extérieure à notre pays, ça fait partie de l'histoire de notre pays, et dès lors, il faut en parler. Et on a quelque chose, on a un paysage qui est beaucoup plus intéressant, riche, complexe, foisonnant, que l'idée de la convergence principalement européenne vers l'Hexagone. C'est ce que disait Jean-Marc Ayrault à propos d'Aimé Césaire, mais c'est vrai que quand on regarde par exemple l'histoire impériale britannique, ça fait très longtemps qu'ils ont mis en place justement cette circulation entre colonies. Ils ont évidemment, c'est facile de le rappeler que Gandhi est un avocat formé à Londres, mais qui s'installe en Afrique du Sud, que c'est en Afrique du Sud qu'il invente la satyagraha, et donc il invente donc la non-violence active, qu'il la pratique sur le terrain
sud-africain avant de revenir en Inde pour pouvoir la mettre en application contre l'occupant britannique. Donc on voit bien effectivement que ces circulations-là sont extrêmement intéressantes et qu'elles méritent d'être racontées dans des espaces muséaux, dans des espaces de transmission de savoir. Ce sont des circulations migratoires, ce sont aussi des circulations politiques. Ce sont, Bien comme sûr. dans le cas de Gandhi, bien entendu, c'est la question de la circulation des savoir-faire et des techniques de non-violence. Qui est absolument passionnante, qui est perfectionnée. Vous qui avez En travaillé Afrique- sur les Noirs américains, par exemple, effectivement. Exactement. En Afrique du Sud, avec Gandhi, quand Gandhi rentre en Inde début 1914, il amène avec lui quelque chose que le Parti du Congrès, qui existait depuis 1886, ne connaissait pas. Bayard Rustin, noir américain, s'installe en Inde au moment de l'assassinat de Gandhi, d'ailleurs vers 47-48, au moment de l'indépendance de l'Inde, pour étudier ce qui se passe et la manière dont le Parti du Congrès a réussi à faire plier les Chines à la Grande-Bretagne, et il rentre ensuite aux États-Unis. Il s'en va trouver Martin Luther King, qui commence juste le boycottage des bus de Montgomery en février 1956. Le témoignage de Bayard Rustin est d'ailleurs très passionnant parce que Rustin dit « Je vais trouver King dans sa maison. Elle est entourée par des gardes armés parce que King craignait d'être assassiné. D'ailleurs, la non-violence, ce n'est pas le suicide, c'est l'évaluation très, très soigneuse des rapports de force. Et il va discuter avec King et initier King, qui connaissait Gandhi, mais pas précisément du point de vue des techniques non-violentes, initier King à la non-violence. Mais ce que dit King et ce que dit Gandhi, c'est que la non-violence, elle procède d'un calcul et d'une évaluation de l'adversaire en pariant que l'adversaire n'osera pas user de tous les moyens pour la répression. En deux mots, la non-violence, ça ne marche pas contre des nazis, par exemple. Voilà, pour le résumer ainsi. Et donc, tout ça, pardon de cette parenthèse, c'est pour vous sensibiliser à la circulation politique, qui est la circulation des idées, bien entendu, mais aussi la circulation des savoir-faire. Et cette circulation, si on veut la comprendre, il faut la comprendre dans le cadre impérial, de ces circulations intra- et inter-impériales qui font aussi la vie politique du XXe siècle. Ce qui est intéressant dans le musée que préside Papendiaï, c'est que son mur de gauche, quand on regarde le musée, est un peu caché. Jean-Marc Ayrault, et il y a, puisqu'il a été inauguré au moment de l'exposition coloniale, la liste de ceux qui ont construit la plus grande France, à ceux qui ont construit la plus grande France. Et c'est vrai qu'il y a ce regret chez certains de la perte de l'Empire, la perte de l'influence devant de nouvelles puissances, qu'elles soient chinoises ou qu'elles soient américaines, et cette impression d'avoir perdu quelque chose. Ce que j'ai l'impression d'entendre chez vous comme chez Papendiaï, c'est que cette plus grande France, elle peut se reconstruire autrement, justement, dans cette reconnaissance, cette circulation et cet échange avec d'autres pays et d'autres sociétés à travers, justement, ce travail culturel à mener. Oui, bien sûr. Mais moi, je n'ai pas de regret de la puissance impériale. Non, je dis certains. Non, mais je vous accuse pas d'en avoir. Non, mais parce que la conquête impériale, les conquêtes impériales successives se sont toujours faites dans la violence et dans la soumission des peuples concernés. Il n'y a pas d'impérialisme heureux. C'est pas, ça, c'est une invention d'ailleurs, mais ça a été longtemps un discours officiel. Mais quand même, il faut faire justice. Et si on reprend par exemple les expositions coloniales, si on reprend les zoos humains, c'est pas si loin que ça. Hein. Ils ont été interdits très tard dans l'histoire. Hein. Il fallait attendre presque la Seconde Guerre mondiale. Et c'est terrible. On connaît l'histoire de la Vénus hottentote, représentant un peuple inférieur. Et ce qui est intéressant, c'est que cette femme qui avait une vie, qui avait une histoire, je crois qu'il s'appelait Bartman. Saartjie Bartman. Après l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela, en Afrique du Sud, il y a eu la revendication qu'elle puisse
être à nouveau enterré. venir en Afrique du Sud pour avoir une sépulture digne de sa personne. C'était une revendication, c'était symbolique, et cette revendication a été satisfaite, elle était juste, parce que c'est quand même ça. Alors ce que vous appelez la grandeur, entre guillemets, de la France, mais c'est comme, moi j'étais Premier ministre à ce moment-là, je me suis rendu en Nouvelle-Calédonie, j'ai annoncé que le crâne du chef Ataï, qui était un chef qui avait résisté à des violences, notamment d'un moment de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, notamment de la prise de possession de sols, de terres agricoles, etc., il y avait eu une révolte. Et c'est le chef Ataï qui avait conduit cette révolte, mais qui avait été tué. Il y avait aussi des complices, il y avait aussi de la traîtrise. Donc il y avait à la fois les colons et puis les traîtres de son pays. Et ce crâne était au musée de l'Homme à Paris, conservé comme vous voyez, à l'époque des années 30, on présentait les scientifiques, la différence des races. Vous voyez, là, c'est un crâne de ceci, c'est un crâne de telle race, ça, c'est un crâne de juif. Vous voyez bien jusqu'où on est allé. Hein. Donc ça, c'est fini, heureusement, la page est tournée. Et là, c'est la même chose. Donc j'ai annoncé, parce qu'il y avait une revendication. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça s'est fait dans le respect mutuel. C'est-à-dire que les Kanaks, entre guillemets, le Sénat coutumier, n'a pas voulu que cette restitution se fasse de façon automatique et presque, comment dire, d'autorité. Hein. Ils ont voulu que ça se passe dans une acceptation venant d'eux-mêmes. Et en particulier pour que dans la réconciliation qui est au cœur de cette culture, le travail soit suffisamment fait pour que la trahison soit dépassée. Donc ça a demandé un travail énorme. Mais l'engagement a été pris, ce crâne a été restitué dans ces conditions. Donc, tout ça demande énormément de respect. Mais quand on fait comme ça, on va créer de nouveaux liens. Et les liens, ils sont fondamentaux, parce que dans notre société, aujourd'hui, on ne se rend pas toujours compte que notre littérature, notre musique, notre peinture, elle est inspirée de toute cette histoire. Il faut donner les clés. Alors, on a parlé du modèle noir, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment en matière musicale. Et vous parliez, Pape, de la manière de vivre, de la manière de faire, en parlant de la non-violence. Mais dans les sociétés esclavagistes, dans nos colonies, se sont inventées des pratiques nouvelles pour résister. Il y avait le marronnage, mais il y avait aussi des révoltes différentes. Il y avait une langue qui s'est constituée. On a inventé des médecines, on a inventé, par exemple, des chants, de la musique, etc. C'était d'abord une forme de résistance, mais aussi de survie mentale. Hein. Et donc cette nouvelle culture qui s'est créée, qui s'est inventée, et qui finalement nous imprègne nous aussi, et qui vient de là, qui vient de cette histoire. Donc c'est pour ça que c'est une histoire commune. Et qu'elle est extrêmement intéressante, qu'elle est très riche. Et des grands poètes, des grands écrivains comme Édouard Glissant ont mis beaucoup en évidence cette question. Et quand ils développent cette idée de la coronisation, ça vient de là. Donc quand on aborde les choses de cette façon et de façon apaisée, on fait faire des progrès à notre société. On aborde les choses lucidement. Ce n'est pas parce qu'on va reconnaître, à un moment de notre histoire, il y a une responsabilité, qu'on va s'affaiblir et s'appauvrir. Regardez Jacques Chirac lorsqu'il fait ce discours au Veldiv, après les longues hésitations des présidents successifs, à reconnaître que Vichy faisait partie aussi de la France, en disant mais non, ça c'était pas la France, ça c'était pas la République. Et puis Jacques Chirac trouve les mots. Eh bien, est-ce qu'il s'est grandi? Lui, il s'est grandi, mais est-ce qu'il a affaibli la France? Non, au contraire. C'est une fierté collective que nous avons. Donc remettre ça en cause aujourd'hui, ce progrès, c'est un affront à ce que nous avons été capables de faire ensemble. Quand Willy Brandt va se genouiller au ghetto de Varsovie, il y a eu des réactions sur le moment contre ça. Mais les Allemands aujourd'hui sont fiers qu'il l'ait fait. Ils sont quand même plus fiers de Willy Brandt qu'ils ne pouvaient l'être de Kissinger, qui avait été dans la Propagandastafel dans le moment où il reçoit sa gifle de Beate Klarsfeld. Donc c'est des choses qui sont fortes, c'est des actes symboliques, mais qui nous font progresser. Donc c'est pour ça qu'on a encore beaucoup de travail à faire, mais la manière de le faire, la manière avec le respect, avec la conviction, avec les valeurs, je pense que c'est ça, ce que nous sommes vraiment profondément, la France. Hein. Est-ce que vous avez des questions à Pape Ndiaye et à Jean-Marc Ayrault? Première, allez-y. Bonsoir à tous et merci pour la qualité des débats. Vraiment important et c'est aussi chaleureux, j'ai envie de dire. Et ça compte. Monsieur Ayrault, vous avez
l'école, je crois qu'il y a une chose à repenser, ce serait l'appellation de l'adaptation des programmes. Vous voyez, chez nous, quand il faut parler de l'histoire coloniale, on appelle ça adaptation des programmes. C'est enseigné en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ça ne l'est pas en France. Donc là, je pense qu'il y a matière à corriger, pourquoi pas aussi peut-être à réinventer. Comment enseigner aujourd'hui une histoire douloureuse à tout le monde, à tous les petits Français. Parce que, excusez-moi, parce que c'est vraiment important qu'elle soit une histoire partagée. Il y a ça. Et puis je voudrais juste remercier le professeur Papendiaï qui dit « Vous êtes les bienvenus, vous n'êtes pas que des sujets d'attention. » Alors, ça c'est important parce que il y a quelques mois en Martinique, des jeunes ont dit activistes ont déboulonné les statues. Il y a de la violence dans les actes. Et nous, et c'est condamnable, toute forme de violence est condamnable. Mais en fait, il y a un tel besoin de reconnaissance et de compréhension d'une histoire. Mais il faut savoir aussi que ces jeunes recherchent parfois leur nom. Le nomastique chez nous est une difficulté immense. Ces noms qui ont été attribués, parfois des noms dont on se moque encore aujourd'hui, quand vous vous appelez pied ou nez ou que sais-je encore, il y a la matière à avoir un peu honte. Et Aimé Césaire nous a appris une chose, c'est qu'il est place pour tous au rendez-vous de la conquête. Et vous l'avez très très bien dit ce soir, autour de cette table-là. Je crois que la conquête, vous voyez, elle doit être partagée avec les mêmes biens qui doivent être attribués à chacun, dans le respect de la dignité et de la culture des gens. Je crois que c'est ce que nous réclamons aujourd'hui. Non pas, comme vous dites, un regard paternaliste ou bien gentil, mais vraiment, nous ne sommes pas des sujets d'attention. Nous sommes des citoyens français, beaucoup le réclament, ces jeunes activistes, c'est ce qu'ils quémandent aujourd'hui, et ils ont soif de reconnaissance, mais surtout de dignité. Merci. Merci beaucoup. Jean-Marc Ayrault. J'hésite à vous répondre parce que vous avez tellement bien dit les choses. Il y a juste un point, parce que j'ai applaudi comme tout le monde, parce que vos paroles sont très fortes. Et non, juste un point sur lequel je réagis pour aller dans votre sens, c'est que l'enseignement, bien sûr, il n'y a pas de raison de nier certains faits locaux. Mais c'est vrai que quand on est à Nantes aussi, il y a des éléments de l'histoire locale qu'il faut apporter. Mais sur l'enseignement dans les programmes scolaires, c'est ce que la Fondation a fait comme évaluation. Il n'y a pas de raison de ne pas tenir le même propos, j'allais dire historique, dans l'enseignement de l'histoire ou d'autres matières, de façon différente en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane ou à La Réunion ou à Mayotte, que l'on fait dans l'Hexagone. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui reste encore ancré, qui montre combien il faut qu'on fasse bouger les choses, combien il faut qu'on fasse... Mais ça bouge, hein. Mais ça bouge, mais parce qu'on est là aussi pour faire bouger et que vous êtes là pour faire bouger. Monsieur, mademoiselle, madame, allez-y. Un peu plus fort. Allez. Un peu de traverse ici pour évoquer les questions de colonisation, que ce soit avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage ou l'Institut national d'histoire de l'immigration. Et il y a des débats parmi les chercheurs en histoire sur la pertinence de créer une histoire de la colonisation. Est-ce qu'on peut avoir un retour peut-être de Papendiaï ou de Jean-Marc Ayrault pour savoir est-ce que ce serait peut-être un moyen ici assez efficace peut-être de digérer ce passé qui ne passe pas et essayer d'avancer aussi pour aborder ces questions-là et aborder éventuellement aussi la guerre d'Algérie. Il me semble en effet nécessaire de réfléchir à la création dans le futur d'un musée national d'histoire de la colonisation. Ça, je pense que c'est quelque chose de nécessaire, ce qui ne signifie pas que les institutions actuelles ne doivent pas faire leur part du travail. Du côté du Palais de la Porte Dorée, nous saisissons les histoires coloniales
mais pas sur l'ensemble du spectre, c'est trop vaste pour nous, mais sur l'histoire du palais lui-même, de l'exposition coloniale de 1931, donc de ce moment-là qui est à la fois un moment d'apogée dans le discours de propagande coloniale, mais aussi un moment déjà de contestation de ce même discours, de ces mêmes pratiques coloniales. Donc nous faisons cela, mais il y a place pour un musée de la colonisation. J'observe d'ailleurs que des parlementaires, y compris le Conseil de Paris, qui a voté une résolution en ce sens il y a quelques mois, souhaitant la création d'un tel musée. Il n'a pas forcément d'ailleurs à avoir lieu à Paris, mais il me semble nécessaire. On a 50 musées du sabot et 30 musées des Santons de Provence en France. On peut peut-être avoir un musée de la colonisation. Oui. Mais la question portait aussi sur la recherche, en l'occurrence, et pas simplement sur la question d'un musée. C'est nécessaire de mettre en œuvre, y compris chez les chercheurs qui sont peut-être divisés sur cette question-là, une grande histoire de la colonisation, Pape Ndiaye ? Oui, pourquoi pas. Les débats, c'est une bonne chose, bien entendu, mais les musées peuvent être aussi des lieux de recherche. Ils peuvent insuffler des travaux de recherche, et puis ils ont cette interface, évidemment, avec le public qui est quand même très nécessaire. Madame ? Oui, enlevez votre masque si vous voulez. Vous avez 2 heures. Non, c'est qu'il y ait, notamment dans les campus américains, puisque c'est autour de ça que ça se passe, des mouvements certainement déplorables par lesquels on veut se débarrasser d'œuvres jugées inappropriées ou d'enseignants qui n'auraient pas les bonnes caractéristiques pour enseigner tel cours. Ça, je pense en effet que c'est un très gros problème et que les universités américaines ont actuellement ce genre de problème. Pas toutes, mais il faut bien reconnaître qu'il y a des discours qui peuvent être des discours d'intolérance et de fermeture. Je note au passage du côté américain que la cancel culture, on la voit surtout du côté de Trump et de ses amis. Ils ont quand même tenté d'annuler une élection. Entre parenthèses, dans le genre cancel, ça se pose un peu là. Et c'est du sérieux, si je puis dire. Du côté français, alors là, franchement, je pense que ces discours sur la cancel culture qui viennent quand même d'une presse extrêmement marquée politiquement, qui viennent de mondes qu'on a cités tout à l'heure, je pense qu'il faut résister à cela. Il faut aussi résister à l'idée que tous les sujets dont nous parlons seraient des sujets du politiquement correct, de je ne sais quelle concession à l'ère du temps. Vous avez bien vu, vous avez bien entendu, et nous sommes en accord profond, Jean-Marc et moi, à ce sujet, à quel point ces questions, elles sont décisives pour notre pays. C'est pas pour faire plaisir sur le moment à je ne sais qui. C'est pour savoir comment notre société va s'en sortir, comment notre société qui affronte des crises quand même importantes à tous égards, y compris crise politique, comment on va se sortir de ça. Est-ce qu'on en sort par le haut, par ce travail de connaissance ou de reconnaissance, et de connaissance et de reconnaissance, ou est-ce qu'on s'en sort par le bas, par la division, par les discours de haine? C'est ça qui est en jeu. Et c'est pourquoi il faut résister à cette injonction, ou en tout cas à cette qualification, tout en reconnaissant des excès bien réels qui se passent outre-Atlantique. Oui, monsieur. Ma question s'adresse à M. Hérault. Vous parliez tout à l'heure de la déférence à avoir à l'égard des lieux de culture. Pensez-vous qu'un lieu comme le mémorial de l'abolition à Nantes, qui combine activités sportives, squat de certaines personnes et en même temps mémoire, invite à la déférence et invite les héritiers que nous sommes à mieux épouser cette histoire et à être en recueillement quand on y est?
Ça, je ne peux pas parler à votre place. Le ressenti du visiteur est variable. Beaucoup de gens, au contraire, se sentent une émotion et c'est qu'ils le vivent comme un lieu de méditation. Alors, c'est toujours compliqué parce que quand on conçoit un mémorial, il y a un projet de mémorial à l'échelle nationale de la République française qui n'est toujours pas abouti et qui, j'espère, verra le jour, puisque c'est un engagement présidentiel. Ça demande beaucoup de travail pour arriver à concevoir un projet qui fasse consensus. S'agissant du projet de Nantes, il a fait l'objet d'une longue discussion, d'une association de beaucoup de gens, des associations, un certain nombre d'élus, d'historiens, pour aboutir à ce projet ancré dans le fleuve, là, et comme vous le connaissez. Mais le propos qui a été retenu, c'est pas un musée, hein, encore une fois, puisque l'histoire, elle est dans le musée d'histoire de Nantes, et l'histoire de Nantes qui prend à bras-le-corps aussi les longues périodes de traite, d'esclavage et de colonisation. Donc le visiteur du musée a beaucoup d'informations qui sont réajustées. Bientôt aura lieu, à partir du 16 octobre, une très très grande exposition au musée que je vous invite vraiment à aller voir, qui s'appelle L'Abîme, hein, depuis Nantes dans la traite et l'esclavage, depuis 1705 jusqu'à 1830, c'est d'ailleurs la fin de la traite. Mais le mémorial a voulu prendre le propos de tous ceux qui se sont battus contre l'esclavage et qui ne l'ont jamais accepté. Et ceux qui ne l'ont jamais accepté, c'est d'abord les esclaves eux-mêmes. Donc ce qui fait qu'on rappelle dans ce mémorial les luttes des esclaves, les citations d'un certain nombre de grandes figures, et aussi on évoque par des citations, notamment sur ces grandes plaques de verre, d'actes juridiques qui à un moment vont permettre à l'humanité de faire un progrès. C'est pour ça que quand on descend l'escalier, la première chose qu'on va voir, c'est un des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, « Nul ne pourra être tenu en esclavage », etc. etc. Après, on peut avoir d'autres projets. Hein. L'artiste, c'est un artiste qui a été retenu, mais moi, ce que je constate, c'est qu'on aurait pu craindre des violences sur ce lieu, qu'il est globalement respecté et qu'il est beaucoup visité. Et puis, il rappelle aussi la responsabilité. Sur l'espace public ne sont pas indiqués des noms de personnes, mais des noms de navires et de la date à laquelle ces navires sont partis. Et il rappelle que, notamment de Nantes, sont partis des navires qui ont participé à 40% de la traite transatlantique. Et donc, c'est aussi l'acte de reconnaissance que de cette responsabilité. Puis en même temps, en descendant l'escalier, on s'aperçoit qu'on va prendre conscience qu'il y a toujours eu des luttes pour la liberté. Et encore une fois, je le redis, c'est aussi rendre hommage à ceux qui ont été mis en esclavage, qui ont été, ont vu leur humanité détruite d'une façon tellement horrible que c'est une manière de leur rendre hommage, parce qu'ils n'ont jamais accepté cette mise en servitude. Madame. De cette institution qui est l'éducation nationale, qui au nom d'un universalisme hérité des Lumières a tendance, je trouve, à prendre des orientations qui sont, à mon sens, un peu inquiétantes. C'est une bonne question, je pense. Je laisse Jean-Marc s'exprimer avec la précision qui convient. Oui. On avait choisi pour titre Black Lives Matter, parce que justement le slogan, c'était le questionnement qui avait traversé aussi bien les cercles abolitionnistes que la négritude, voilà, quel poids, quelle valeur on accorde à la vie des Noirs. Moi, ce projet a été retoqué par mon chef d'établissement parce que je lui ai donné un titre qui est celui d'un mouvement considéré comme politique. Donc le projet est quand même considéré comme contraire aux valeurs de la République et au devoir de neutralité. Je pense que si un chef d'établissement se permet de faire ça, c'est qu'il considère quand même que son institution soutient ce type de match. Vous pourriez dire à votre chef d'établissement que le Musée national d'histoire de l'immigration pourrait tout à fait
organiser une exposition Black Lives Matter. Cela rentre tout à fait dans nos missions. Et je n'ai pas le sentiment que ce musée-là soit en contradiction avec les valeurs de la République. J'ai plutôt l'impression que quand on parle d'égalité et de justice, on parle de République. Et donc, j'ai évidemment aucune difficulté par rapport à l'exposition ou au projet que vous aviez. Il est possible d'être engagé, en tout cas c'est la manière dont moi j'entends ma fonction dans cette institution, d'être engagé sans être militant ou partisan, mais d'être engagé sur des questions qui me semblent importantes pour la société. Ce sont des questions civiques. Les questions posées par Black Lives Matter l'année dernière, c'était des questions qui relèvent de l'intérêt général. Et à ce titre, je pense qu'elles ont toute leur place dans les institutions de la République. Je partage tout ce que vient de dire Pape. Moi, je vous encourage à ne pas renoncer. Vous pouvez, c'est une suggestion, hein, déposer un projet pour participer au concours de la flamme de l'égalité. Et ce que vous avez décrit, c'est-à-dire une approche pluridisciplinaire, rentre parfaitement de tout ce que font les classes. Hein. Et Black Lives Matter, bah, c'est pas un parti politique. Black Lives Matter, c'est une revendication légitime qui est venue peut-être parce qu'il y a eu ce mouvement après George Floyd aux États-Unis. Mais ce n'est pas l'importation de quelque chose qui vient des États-Unis, c'est aussi une revendication légitime en France et qui notamment est très partagée dans la jeunesse, de lutter contre le racisme, de lutter contre les discriminations liées à l'origine. Et ce combat, il n'est pas fini. Et si on veut la République, qu'elle soit en accord avec elle-même, il faut que ces causes avancent. D'ailleurs, je vous fais observer qu'il existe un défenseur des droits, une défenseur des droits aujourd'hui, qui justement intervient souvent sur ces questions-là. Et c'est une institution de la République. Donc il n'y a pas de honte à avoir, ni de crainte à avoir. Moi, je vous encourage, et c'est ce que font beaucoup d'enseignants, et ils ont parfaitement raison. Moi, je dirais un dernier mot, c'est-à-dire que la Fondation essaie de travailler le plus possible avec l'éducation nationale, avec l'institution, et nous organisons des cycles de formation d'enseignants dans les académies, pour aider les professeurs qui sont volontaires, pour leur donner les outils pédagogiques, les connaissances historiques, parce qu'un programme, c'est bien, mais c'est quelques pages, et ça ne permet pas forcément d'organiser des cours ou de prendre des initiatives pédagogiques. Et je vais vous dire que tous ces stages qui sont organisés par nous, alors on le fait dans le cadre officiel, hein, ont un succès incroyable. Le nombre de profs qui veulent s'inscrire et qui veulent avoir des clés, qui veulent encore mieux faire leur travail. Et c'est là qu'est le cœur de l'éducation nationale. Donc encore une fois, j'ai commencé par l'hommage aux professeurs. Je voudrais terminer par eux. Après Samuel Paty, je crois que ça vaut la peine qu'on le fasse. Merci.